Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de l'agenda 2030, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Et pour ça, je reçois Chloé Framery. Vous la connaissez tous, vous la connaissez en tout cas au moins depuis 2020. Salut chère Chloé. Salut cher Mike. Je suis très content de te recevoir. Je suis très heureuse d'être là, merci. Alors avant de discuter ensemble sur ton dernier livre, n'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques qui écrivent. Sylvain Ferreira, Claude Janvier, Stéphane Bonnard, Laurent Ozon et bien entendu le maître du Logos, Alain Soral. Ils sont. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et vous aurez 7 jours d'essai gratuit. N'oubliez pas non plus les néoconservateurs, une élite impériale de Laurent Ozon aux éditions Géopolitique Profonde. Alors, tu sais, chère Chloé, j'ai reçu ton livre. Enfin, j'ai dû me déplacer à l'Agora des livres pour avoir ton livre. Il faut qu'on explique quand même le malentendu. Déjà, pour commencer, c'est-à-dire que normalement, tu devais avoir reçu. Oui, j'ai cru que tu avais reçu ton livre en mai. En tout cas, je me suis déplacé, j'ai eu ton livre, je l'ai lu, et en fin de compte, c'est pas une biographie. Non. Là, tu balances tout, tu dénonces tout ce nouveau monde qu'on veut nous imposer, l'agenda 2030, l'identité numérique, l'euro numérique, les genders, l'inversion des valeurs, tout ça. Il y a dans ce livre. Disons qu'il y a toutes les sources pour vérifier que nous ne sommes pas des affabulateurs, mon cher Mike. Donc c'est surtout ça, c'est un guide pour s'y repérer dans cet agenda qui se profile, avec plus de 600 références. Et autant pour le camp de la résistance, je sais qu'Amélie, tu n'aimes pas qu'on parle de la résistance, je vous ai écouté hier. Ah, mais bon, en l'occurrence, il y a plusieurs façons de voir ce mot, on en parlera peut-être. Donc autant pour nous qui sommes un peu au courant de ce qui se passe que pour les personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se trame. Je voulais que ce livre soit accessible à tout le monde, qu'il soit pas trop hard, pas trop frontal, pas trop brutal, et que tout le monde s'y retrouve. Alors là, il est chez notre ami Marco Pieter, n'hésitez pas à le commander. Alors, on va commencer par le début. On va commencer par le début. Voilà, il y a 2 livres, voilà. Oui. Auto-édition et Marco Pieter. Toi, tu es mathématicienne. Tu enseignais du côté de Genève. J'enseigne toujours, qu'on soit clair, même si je n'ai plus de classe. Oui, voilà, c'est-à-dire que tu enseignais en classe du côté de Genève. Voilà. Et parce que y a eu la crise sanitaire qu'on connaît tous, tu t'es... Sanitaire ? Oui, bien entendu, mais bon, tu sais très bien que c'est pour les algorithmes, etc. Ok. Tu t'es levé contre, et moi je me rappelle, tu as fait nombre de vidéos, tu as fait des manifestations, enfin voilà, tu étais énormément suivi, tu es toujours énormément suivi, mais en tout cas tu t'es vraiment rebellé. Qu'est-ce qui a fait qu'à l'époque tu t'es levé contre ça alors que beaucoup, il faut se dire les choses, de profs ont décidé de s'y plier? Comment ça se fait que toi tu ne t'es pas plié? Alors moi ça fait pas depuis le Covid que je ne me plie pas, en fait ça fait depuis 2012 que je dénonce les abus de pouvoir d'où qu'ils viennent, qu'ils soient monétaires, internationaux, climatistes et autres agendas onusiens, disons. J'y suis allée petit à petit, tout ça c'est dans le livre, hein. J'explique un peu le parcours militant. Ça a commencé avec le mouvement vers la révolution citoyenne, c'était un mouvement qui se créait à Genève en 2012, avec les déçus de la gauche institutionnelle. Et c'est eux qui m'ont mis le pied à l'étrier. Parce que toi tu viens de la gauche à la base. À la base, toute ma famille est de gauche, même si je ne crois plus dans ces termes, que ce soit la gauche ou la droite, pour moi ça n'a aucun sens, c'est juste pour diviser à mon avis les peuples. Et donc moi mes valeurs c'est la solidarité, c'est l'humain, c'est le respect des droits, c'est être ensemble, c'est le bonheur pour tout le monde. C'est très utopiste ce que je pense et ce que je véhicule. Disons que j'ai du mal à être bien dans ma vie si autour de moi c'est la misère et c'est la dépravation et la pauvreté et la déprime. Donc c'est un peu égoïstement, je pense que j'aime que les autres soient heureux. En fait, ça part de là. Je déteste l'injustice et je déteste les mensonges. Étant issue d'une famille dans laquelle c'était la loi, l'injustice, le mensonge, le déni, la lâcheté en général, c'était tout autour de moi. Et je me suis rebellée à l'adolescence contre des abus d'autorité qui avaient lieu dans ma famille et ça ne m'a plus quittée. Donc depuis 2012, j'ai mis ça en action. Plutôt que d'être passive, soumise à ce qui arrive,
j'ai voulu comprendre en fait ce qui se passait dans ce monde. Et de fil en aiguille, à force de tirer sur la pelote de laine, il y a tout le fil qui vient. Et ça m'a amené jusqu'aux organisations internationales autour desquelles je vis. En fait, j'habite à côté de l'OMS, à côté de l'ONU, à côté de Gavi, à côté de l'OMM, l'Organisation mondiale de la météo, qui est la maison mère du GIEC. Enfin, avec le PNUE, peut-être qu'on rentrera dans les détails techniques plus tard. Mais tout ça pour dire que je suis née à Genève. Je suis pas suisse d'origine, je suis française et belge d'origine. Mes parents sont venus à Genève pour travailler au CERN. Et une fois que j'ai découvert que Genève était quand même un centre névralgique de tout ce qui s'organise pour le monde entier, dans le sens du totalitarisme, je me suis encore plus penchée sur la question. Et depuis le Covid, depuis les annonces de cette soi-disant pandémie qui allait paralyser le monde et nous mettre tous en cage, je me suis dit, là, il y a un truc qui déconne, là, il y a un truc qui est pas normal, je vais creuser cette question-là. Au début, je me disais, bon, ça va être un truc qui va pas durer longtemps, et puis assez rapidement, je me suis dit que c'était parti pour durer, et c'est là que j'ai fait une vidéo devant Gavi, donc l'Alliance vaccinale fondée par la Fondation Gates, l'OMS, UNICEF, la Banque mondiale, et ensuite, après cette vidéo que je pensais être plutôt synthétique, mais pas forcément révolutionnaire. Je pensais que ce que je disais dedans, parler de la Fondation Rockefeller, de son rôle dans la santé, dans la mise en œuvre de la santé chimique, de la santé des labos, soi-disant, enfin en tout cas la médecine moderne, comme on l'appelle. Je pensais que c'était des choses que tout le monde savait. Donc je ne m'attendais pas vraiment à un écho particulier. Et puis cette vidéo, elle a fait, comme tu l'as dit, plusieurs millions de vues. Et ensuite, les gens se sont mis à me demander d'autres vidéos pour expliquer la Suisse, la Genève, le rôle de la Suisse dans tout ce qui se passe, les organisations internationales. Et ensuite, j'ai développé sur le Forum économique mondial, qui est aussi à Genève, même s'il se réunit à Davos, mais le siège du WEF est à Genève. Donc l'ONU, l'OMS, l'OMM, Klaus Schwab est à Genève. Klaus Schwab, il est à Genève. Donc il y a 43 organisations internationales à Genève. Et puis la BRI, la Banque des règlements internationaux, qui est à Bâle, la banque centrale des banques centrales. On a énormément de choses qui se décident à Genève. Oui, parce qu'on regarde comme la Suisse comme étant la démocratie participative, etc. Alors qu'en réalité, la Suisse, c'est l'œil de la matrice. C'est ma vision des choses et en tout cas, c'est ce que j'explique dans le livre. Après, c'est à chacun de se faire son avis, bien entendu. Mais il y a étonnamment beaucoup de choses qui émanent de Genève ou qui passent par Genève. Et d'ailleurs, les grandes réunions des chefs d'État, que ce soit Poutine, Trump, Macron, ils sont régulièrement à Genève. Parce que c'est là que ça se discute, c'est vraiment un centre diplomatique. Et sur le site du web, mais dans d'autres sites également, on parle de Genève comme le centre de la gouvernance mondiale. Donc c'est pas moi qui l'invente. Donc à partir de ce Covid, c'est là que disons que mes vidéos, mes recherches ont été visibles, mais depuis 8 ans auparavant, j'étais déjà en train de militer, de faire des manifs, d'aller à des conférences, d'organiser des conférences. J'ai fait des marches contre Monsanto, Nuit debout, les Gilets jaunes, la monnaie, beaucoup sur la monnaie, la création monétaire des banques. Pour moi, c'est central pour comprendre la servitude des peuples, en fait, c'est par la monnaie. Donc tous les sujets qui sont à la source des problèmes qu'on rencontre maintenant au quotidien et qu'on voit de plus en plus m'intéressent. J'ai besoin de comprendre. Plutôt que comme je disais avant, de subir, j'ai besoin d'agir. Parce que sinon, c'est la déprime. Enfin, je sais que moi, je pourrais justement, pas tenir. Justement, tu as agi, tu prends quand même des risques, oui. Et tu as pris ce risque qui a fait que tu as enseigné devant des classes, oui. Les mathématiques, parce que tu as un gros bagage de mathématiques. Moi, j'ai un master de maths, voilà. Tout simplement. Et ils t'ont radié, enfin, je veux dire, ils ont essayé de te tuer socialement. Ce qui s'est passé, c'est que ça a commencé, je dirais, les prémices de cet écartement de l'enseignement public et du fonctionnariat a commencé quand j'ai commencé à, moi, m'investir plus dans le militantisme et notamment dans les syndicats. Parce que j'ai fait partie du syndicat des profs à Genève et je commençais à avoir beaucoup d'impact, notamment dans les manifestations de la fonction publique historique. C'est les journaux qui la décrivaient comme historique en 2015, novembre-décembre 2015, donc il y a 10 ans. Et là, j'ai vu des connivences entre les syndicats auxquels j'appartenais et le gouvernement de Genève. Et j'étais la seule, le comité d'organisation, on était 25 à peu près, et j'étais la seule à m'opposer à l'accord qui avait été proposé par le gouvernement genevois pour qu'on arrête les manifs et pour qu'on arrête toute forme de grève. J'étais la seule face au syndicat des flics, face au syndicat de tous les ordres d'enseignement, face au syndicat des juristes, face au syndicat de la santé, etc. J'étais la seule, et il y en a même plusieurs qui sont venus me voir après,
quand j'ai affirmé, j'ai exprimé ce refus de collaborer à cet accord qui était vérolé, des personnes qui sont venues me voir en disant « Tu as raison de t'opposer, mais nous, tu comprends, on ne peut pas se permettre de s'opposer. » Alors, je ne comprenais évidemment pas le fin fond de ce que ça recouvrait comme signification. Et c'est là que les harcèlements ont commencé sur moi, de la part des syndicats, qui m'ont radié, qui m'ont diffamé, qui m'ont harcelé pendant plusieurs mois, voire années. J'ai voulu déposer plainte. Le système judiciaire s'est mis contre moi la police a essayé de me dissuader de poser cette plainte, m'a fait peur pour que je ne la dépose pas. Finalement, elle a été classée sans suite, comme toutes les autres plaintes que j'ai déposées par la suite. Et j'ai quitté le syndicat. J'ai continué mon enseignement. Et j'ai cru que ça allait mieux se passer. J'ai changé de cycle, j'ai changé d'école, parce que j'étais aussi harcelée dans cette école. Et puis en fait, ça a été de mal en pis, parce que j'ai vu que ma direction ne me suivait pas, m'observait, parce m'évaluait. Que tu étais contre les mesures sanitaires. Parce que j'étais pas... dire, hein. Non. À l'époque, c'était pas les mesures sanitaires. C'était quoi ? C'était les coupes budgétaires dans la fonction publique. En fait, je pense que j'avais été repérée comme un élément on m'avait dit que j'étais pas assez contrôlable. D'ailleurs, c'est un gars des syndicats qui m'a dit ça. Si tu veux, le fin mot de l'histoire, c'est le frère de Tariq Ramadan, c'est Bilal Ramadan qui me l'a dit, parce qu'il faisait partie des syndicats et j'étais avec lui pour compter les manifestants à l'époque. Il m'a dit, t'es pas assez contrôlable, Chloé. Parce que j'avais fait toute une diatribe sur la création monétaire quand j'étais face au gouvernement chinois. Comme quoi, le lapsus est révélateur. Gouvernement chinois. Mais regarde. Genevois. Ça démontre quand même une chose. C'est que mois plus tôt. Si les gens sont solidaires entre eux, eh ben, la radiation, ce qui est arrivé, ne serait pas passé. Et quand les gens disent, ouais, mais je peux pas le faire parce que ma famille, machin. Je peux pas me permettre. C'est pas bon. Parce qu'en réalité, ça veut dire que vous laissez les amis au front. Exactement. Et ils m'ont laissé, après, chacun son choix, je veux pas non plus leur en tenir rigueur, j'ai pas d'enfants, je comprends qu'avoir une famille, avoir un crédit sur le dos, c'est pas facile, et c'est comme ça qu'ils nous tiennent. Moi, j'ai ni crédit ni enfant, donc ça me donne une liberté plus grande. Mais donc ça, c'était, juste pour revenir dans la chronologie, ça c'était le premier palier, disons, les manifestations de la fonction publique et mon engagement syndical. Et ensuite, il y a eu la vidéo que j'ai faite avec Dieudonné, en mai 2019, sur précisément la création monétaire des banques. Et alors cette vidéo, que je pensais innocente, a provoqué un signalement, disons, a réveillé la CICAD. La CICAD, c'est la coordination intercommunautaire contre l'antisémitisme et la diffamation. C'est l'équivalent de la LICRA chez vous en France, qui a, une semaine après la vidéo, interpellé le Conseil d'État, donc le gouvernement genevois, et précisément la personne qui s'occupait de l'école, de l'instruction publique, la conseillère d'État en charge du DIP, en lui disant, donc le mail je l'ai, puisqu'il fait partie des enquêtes qui ont été contre moi, il est sur mon site aussi, vous pouvez voir, chloéframery.ch, il y a tous les documents. Il dit en gros que Chloé Framery s'affiche avec Dieudonné, qui a été condamné pour antisémitisme et machin truc. Et il faudrait que vous fassiez le ménage, en gros. Et il m'accusait d'avoir importé les gilets jaunes en Suisse, qui est absolument aberrant comme je pense que, j'en suis même sûr, que en plus tu es avec Dieudonné, mais si en plus tu parles de la monnaie, ça c'est la matrice. Qu'est-ce que tu disais justement avec Dieudonné sur la monnaie qui fasse que, eux, ils ont sonné l'alarme direct? Je disais que la monnaie scripturale, elle était créée ex nihilo des banques, avec juste des jeux d'écriture, de clavier, et que la monnaie était née en moins 600, moins 700, avec une volonté de rendre, d'asservir le peuple et d'utiliser les soldats, de s'accaparer les biens des pays conquis lors des conquêtes de croisade par les souverains qui voulaient obtenir donc les terres, les maisons, les récoltes, et qui ont imposé la monnaie avec l'impôt en même temps. D'ailleurs, impôt imposé, pour obliger les gens à accepter la monnaie, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de monnaie, il n'y avait pas de pièces. À l'occurrence, il n'y avait pas de billets, mais il n'y avait pas de pièces non plus. Et pour obliger les gens à accepter ces pièces, on leur a imposé un impôt qui était sous forme de pièces. Donc c'est pour ça que les paysans, les peuples conquis ont dû accepter les pièces que les soldats leur distribuaient. Et je ne sais pas si c'est subversif, mais c'est quand même intéressant de comprendre le mécanisme de l'impôt et de la monnaie qui marchent ensemble. Parce que sans impôt, tu n'as pas besoin foncièrement de monnaie, parce que tu ne dois rien payer à l'État. Et c'est cet asservissement qui est, à mon sens, à la source de notre asservissement global. Parce que sans l'argent, tu peux pas autant asservir les gens. Tu peux pas leur faire des guerres, tu peux pas leur faire admettre des conditions de travail qui sont inhumaines, tu peux pas les faire travailler jusqu'à plus soif.
tu peux pas leur faire de chantage. Oui, mais d'aucuns te diront que sans l'argent, il n'y a pas d'échange économique, il n'y a pas d'avancée technique, Eh bien, etc. ces aucuns-là, comme tu dis, il faut qu'ils lisent le livre de David Graeber, 5000 ans d'aide, 5000 ans d'histoire, qui parle des transactions qui ne sont pas forcément des échanges, bien avant la monnaie. Depuis moins 3500, donc 3500 avant Jésus-Christ, il y avait des systèmes de comptabilité qu'on pouvait assimiler à des crédits, mais qui étaient plutôt des systèmes comptables dans lesquels il n'y avait pas d'intérêt, dans lesquels on inscrivait simplement les transactions dans un sens ou dans un autre. Il y a eu les tablettes sumériennes dans lesquelles on inscrivait les transactions. Il y avait plein de manières qu'on peut retrouver aujourd'hui pour continuer à fonctionner économiquement et pour continuer à produire, à se nourrir, à se loger, etc. La monnaie, ça a été imposée artificiellement il y a 2500 ans. Avant, les humains faisaient autrement. Et puis bien avant tout ça, il y avait le don. Parce qu'on vivait dans des villages, on vivait dans des communautés de confiance, dans lesquelles le don était naturel. Les uns chassaient, les autres cousaient, enfin, etc. Ça, c'était vraiment une histoire de communauté. D'ailleurs, quand on est avec des amis ou dans la famille, on se fait pas des transactions financières. On offre des tournées, on achète on fait des courses pour toute la famille. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de notion d'argent quand tu es dans une communauté de confiance. Donc, c'est quand il y a commencé à avoir des communautés plus grandes, et puis des guerres surtout, et puis des conquêtes, que la monnaie a été et ça, c'est les débuts de la monnaie. Mais la monnaie, aujourd'hui, maintenant, elle est scripturale. s'est développée sur autre chose. Voilà. Absolument. Maintenant, elle est encore moins tangible, parce que même si c'était des pièces et c'est devenu des billets, ça reste des symboles qui sont témoins d'une certaine transaction. Mais en soi, elles ne valent pas grand-chose, nos pièces ou nos billets. Maintenant, c'est encore pire, puisque maintenant, c'est des écritures totalement dématérialisées. La monnaie scripturale, elle se crée de 3 façons principales, par les banques de quartier, pas besoin d'avoir une banque centrale. Les banques commerciales, d'ailleurs, c'est ce qu'on avait discuté dans une des vidéos que j'ai faites avec Bernard Dugas. Je vous invite à suivre ce monsieur, qui est un ingénieur qui a beaucoup étudié la monnaie, et Gérard Fouché aussi, qui a fait un livre, Les secrets de la monnaie. La monnaie, quand une banque vous fait un crédit, cet argent, elle ne l'a pas. Elle va pas se servir sur les comptes en banque, ça c'est faux. Elle inscrit simplement sur un clavier les chiffres qui permettent de mettre un certain montant sur votre compte en banque et sur son compte à elle, en fait. Parce que faut savoir aussi que ton compte, mon compte, quand ils sont dans une banque, ils n'appartiennent plus, ils ne sont plus en notre possession, ils sont sur le bilan de la banque. Donc, ça lui appartient en théorie. C'est pour ça qu'elle nous donne pas tout l'argent qu'on voudrait au moment... Tu sais, quand on va dans les bancomates, on n'arrive pas à retirer tout l'argent qu'on veut. En tout cas, en France, je sais que c'est comme ça. Parce que cet argent n'est plus à nous, formellement. Et la banque nous le doit. Donc, elle crée de l'argent en faisant des crédits. Elle crée de l'argent en payant ses salariés, la banque, donc les femmes de ménage, les gens qu'elle emploie. Donc, elle inscrit sur ses comptes simplement des chiffres. Et elle crée de l'argent en achetant des actions, des obligations, des produits dérivés, en spéculant sur le marché financier. Et c'est ce qui s'est passé avec Jérôme Kerviel, qui a créé pour 50 milliards de monnaie, d'euros, et qui a perdu sur des titres qui ont perdu de la valeur. Et du coup, la banque, par cette transaction, a perdu 5 milliards de dollars. C'est ce qui a fait. Il l'a fait pour la Société Générale. Pour la Société Générale, exactement. Et il a été tenu comme responsable, alors que... Comme seul responsable, d'ailleurs. Comme seul responsable, alors que c'est pas du tout la seule... C'était un système. C'était un système. C'est pas du tout une erreur, c'est pas du tout une anomalie épisodique. C'est un système général qui se pratique dans toutes les banques. Et ça, c'était il y a plus de 20 ans. Ouais. Mais aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle technologie, c'est celle de l'euro numérique. Alors, et j'imagine aussi le franc suisse numérique. Alors, c'est prévu, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu de la MNBC, monnaie numérique des banques centrales, ou CBDC en anglais. Mais ce que disait Bernard Dugas dans la vidéo qu'on a faite il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines, c'est que finalement, peut-être qu'on allait avoir des alliés inattendus dans cette histoire de monnaie numérique des banques centrales, à savoir les banques commerciales. Parce que si on utilise exclusivement la monnaie des banques centrales, les banques commerciales, les banques de quartier, donc Société Générale, Crédit Mutuel ou autres, n'ont plus tellement de rôle, n'ont plus tellement d'utilité ou de légitimité. D'abord, je voudrais qu'on définisse... On a compris, mais pour comprendre pourquoi elles n'auront plus de rôle, je veux d'abord qu'on définisse l'argent numérique. Parce que, en fait, pour beaucoup de gens, l'argent numérique, c'est en gros utiliser juste sa carte bleue. Alors que ce n'est pas ça. Non, alors ça sera... Voilà, donc il faut vraiment un peu l'expliquer. Alors,
Moi, je suis pas banquière et je suis pas experte en monnaie ou en banque. Mais on va expliquer succinctement. Ce que je comprends de ce que ça pourrait être, c'est de la monnaie qui est émise exclusivement par les banques centrales, qui serait programmable. Ça, c'est le directeur de la BRI, justement, Agustin Carstens, qui l'a dit en octobre 2020, qu'elle serait programmable. Alors, il n'a pas dit qu'elle remplacerait la monnaie espèce, mais il y a par exemple des ouvrages, notamment l'un de ceux que j'ai décrit dans une de mes chroniques, écrit par le WEF, par Klaus Schwab ou ses affiliés, en tout cas, qui émanent du Forum économique mondial, qui dit qu'elle serait là elle serait délivrée avec des conditions de notre comportement citoyen, notre comportement climatique, notre comportement, etc. Et donc, ce seraient les banques centrales qui l'émettraient exclusivement. Et plus les banques commerciales. Et tout en rajoutant que le compte serait à la banque centrale. Serait à la banque centrale, effectivement. Et ce qui est intéressant, parce que dans notre constitution, je ne sais plus si c'est dans la Constitution, non, c'est dans la loi sur les unités monétaires et les unités de paiement, la LUMP en Suisse, je crois que c'est l'article 2, qui définit la monnaie légale en Suisse comme les pièces, les billets et les avoirs à vue de la Banque centrale, de la Banque nationale suisse. Un avoir à vue, simplement un compte qui est à la Banque nationale. Donc, ce qu'elle appelle monnaie légale pourrait recouvrir la monnaie numérique des banques centrales, précisément. Donc, si tu veux, le cadre juridique, il est déjà en place pour définir la monnaie des banques centrales comme une monnaie légale. Donc, dans les faits, qu'est-ce qui se passerait si demain, comme l'a annoncé Madame Lagarde, présidente de la Banque Centrale Européenne... Et aussi membre du Conseil de fondation du Forum économique mondial. Voilà, il faut toujours le rajouter. Qu'est-ce qui se passerait dans les faits si on va dire... imaginons que le 1er janvier 2026, nous avons l'euro numérique. Eh bien, dans ce cas-là, nous devrions tous avoir un compte en banque à la Banque centrale et tout l'argent qu'on utiliserait avec cette monnaie numérique serait observé à la loupe et conditionné potentiellement par des normes qui ne seraient pas définies de façon démocratique. Mais au-delà de ça, je ne peux pas te dire avec certitude ce que ça va être ou ce que ça devrait être ou ce que ça pourrait être. Mais disons que si la monnaie pièce-billet disparaît, ça veut dire que tous nos faits et gestes sont tracés et sont conditionnés et sont contrôlés. Et de la part d'une seule entité qui serait la Banque centrale, soit du pays, soit de l'Union européenne, la BCE. J'imagine aidée par l'intelligence artificielle. Évidemment, ça c'est toujours l'outil qui est mis en avant par le WEF. Le WEF est un grand précurseur, en tout cas un grand annonciateur des mesures qui vont se mettre en place. Et l'intelligence artificielle fait l'objet des derniers forums, des dernières sessions de janvier. J'en fais des chroniques chaque année depuis 2021. Voilà, vous pouvez aller réviser les réalisations, les prophéties émises par le WEF depuis 2021 sur les différentes capsules que j'ai faites, dans l'info en question d'ailleurs, tu parlais de l'info en question, et de libérer l'info, parce que ce qui manquait dans ton descriptif, qui était déjà libérer l'info, bien sûr. Fort élogieux, c'est l'émission que j'ai reprise, en fait, que j'ai créée à la fin de l'info en question. Donc c'était avril 2022, l'info en question, on a arrêté, et puis juin 2022, j'ai décidé de tout remettre en marche pour faire une émission mensuelle, cette fois, parce qu'avant c'était une fois par semaine, là c'est devenu une fois par mois. Et j'ai demandé à toute l'équipe de revenir. Et Salim était le seul qui était partant. Voilà, Salim Laibi. Et là, je me suis dit, il faudrait qu'on soit une équipe de 4, comme à l'époque. Et je voyais bien 2 garçons, 2 filles. Et j'ai pensé à Thierry Casasnovas et à Amélie Paul. Et c'est là que je les ai contactés et qu'ils ont dit oui tout de suite. Alors c'était vraiment, ça a été vraiment très chouette. Et puis par la suite, Thierry, avec tous les ennuis qu'il avait, qu'il a toujours d'ailleurs, on le salue. Lui, il en bave aussi, hein. J'ai proposé à Jean-Jacques Crèvecoeur de nous rejoindre pour remplacer Thierry Casasnovas. Et il y a aussi Emmanuel Darle qui a fait un séjour chez nous, qui a été, je crois, reçu chez toi il y a bien pas sûr, longtemps. Je les ai tous reçus. Hein. Tous les actes annoncés, je les ai tous reçus au moins 2 fois. Sauf Jean-Jacques Crèvecoeur, je l'ai reçu une fois. Okay. Je l'ai reçu qu'une fois. Mais toujours est-il qu'en tout cas, pour la monnaie numérique des banques centrales, je peux pas vraiment, j'en sais pas plus que vous, hein, sauf que j'observe les documents qui sont je me rappelle, c'était avec l'Agora TV, c'est ça ? Agora TV ?
C'est avec eux que tu travailles aussi. Alors, ça fait aussi partie du Encore mythe. autre chose. Ça fait aussi partie des calomnies qui ont été données sur mon compte moi, par ID News. C'est des bons gars. Mais je comprends. Ils sont super, c'est pas le problème. Mais enfin, les médias mainstream suisses et français m'ont assimilé. D'ailleurs, Conspiracy Watch, je crois qu'il a encore dit, c'est encore sur leur page, je sais pas, que j'étais la fondatrice de Agora TV. Ce qui n'est pas le cas. Pas du tout le cas. Je vais pas donner le nom. Je les salue. Je salue David. On salue David. Et tu sais qu'ils ont perdu leur chaîne, ils ont retrouvé leur chaîne. Mais je sais très bien. Je suis vraiment très content. Et je les salue. Ils m'ont écrit aujourd'hui. On est en contact régulièrement. Mais je n'ai pas fondé. En fait, j'ai fondé aucune chaîne à part Chloé F, qui a été censurée en mars 2021 pendant 4 ans et demi. Revenons. Qui vient de ressusciter. Voilà, qui vient de... Ah, très bien. Bah oui. C'est d'ailleurs grâce à Amélie qui nous a dit qu'elle avait récupéré sa chaîne. Elle a récupéré qui sa nous a chaîne. dit essayez parce qu'en ce moment il y a une ouverture. Il y a une fenêtre d'opportunité. Moi, je vais te dire une chose. J'ai l'impression. Moi, je vais te dire. Vas-y, dis-moi. Que nous tous, nous avions au final raison beaucoup plus tôt que les autres. Et que nous avons réussi quand même à nous développer de telle manière qu'on a malgré tout fini par faire pression sur ces réseaux sociaux qui malgré tout ont desserré l'étreinte sur nous. Parce qu'il faut se rappeler, 2021, 22, 23, bien sûr, je me souviens très bien. la censure était à son paroxysme. Ouais. Et puis là, alors est-ce que c'est Trump, est-ce que c'est Musk, est-ce que c'est, je sais pas, il y a un changement de directive, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut se dire les choses, on peut se permettre de dire plus qu'à ces moments-là. Même si il faut toujours raison garder. Bien sûr, mais je veux dire, cherchons toujours à qui profite le crime et pourquoi on nous laisse nous exprimer. Moi, je suis toujours en train de me demander, est-ce que c'est pour respecter la démocratie, qu'ils n'arrêtent pas de prôner dans toutes leurs phrases, et de laisser libre cours à la liberté d'expression, ce dont je doute fort, vu tout ce qui se passe pour l'éteindre, cette liberté d'expression, ou alors pour mieux tracer les personnes qui dérangent, pour avoir une vision plus facile, plus accessible avec YouTube, qui est quand même une filière de Google, je rappelle. Google, qui est d'ailleurs financeur de Gavi, accessoirement, c'est un détail de l'histoire, de l'Alliance vaccinale Gavi. Je sais pas, tu vois. Mais moi, je vais te dire une chose, ils peuvent nous tracer. Hein. Moi, j'ai un premier. Oui, mais on n'a rien à cacher. C'est comme Klaus Schwab, il ne faut pas avoir peur. Voilà. Mais et deuxième chose, moi, je pense que ils peuvent me tracer jusque dans mes toilettes s'ils veulent. Important est que toi, tu puisses t'exprimer, que les invités puissent s'exprimer et que nos idées se diffusent. On est d'accord sur le principe, bien sûr, Mike. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'ils font avec ces infos qu'on diffuse? Qu'est-ce qu'ils font avec ces informations sur nous-mêmes qu'on donne? C'est autre chose. Tu sais qu'il y a une loi en Suisse qui est passée en même temps que la loi Covid-19 en 2020, sans nous demander notre consentement, sans nous demander notre avis, à nous, petit peuple suisse, dans ce pays-ci démocratique, hein, la plus belle démocratie du monde, je rappelle, point d'interrogation. Il y a cette loi sur le terrorisme, la loi dite antiterroriste qui est passée, qui nous définit donc les gens qui sont susceptibles, sur la base d'indices concrets et actuels, tout ça c'est très subjectif, d'influencer ou de modifier l'ordre étatique, eh bien ces gens sont qualifiés de terroristes. Donc, si l'État décide que des opposants politiques comme nous pouvons l'être sont des gens qui pouvons influencer l'ordre étatique ou modifier l'ordre étatique avec certaines conditions, là, tout est dans le livre, hein, vous pouvez relire la loi, alors c'est surveillance électronique sur le corps, confinement à la maison, interdiction de quitter le territoire, interdiction de se contacter avec d'autres personnes. Voilà. Alors, tu vois, tout dépend de ce qui est fait, des données qu'ils récoltent, de ce qu'on dit, de ce qu'on diffuse, de ce qu'on relaye, de ce qu'on pense, etc. Dans un monde idéal, dans un monde où tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, effectivement, ce serait une bonne chose. Écoute, moi, je vais te dire, tant qu'on a cet espace, même s'il est éphémère, même si c'est pour X ou Y raison, il faut le prendre. Absolument, et c'est ce que je fais d'ailleurs. Voilà, et c'est ce que tu fais très bien d'ailleurs. Tous en fait, je pense. Alors là, on a parlé des banques, mais les banques, ça c'est la première échelle. Parce que derrière, il y a aussi la gouvernance mondiale, le supranational. Bien sûr. Est-ce qu'on arrive vers le rêve ataliste de ce gouvernement mondial où il a expliqué qu'il y aurait 200 millions de privilégiés sur Terre et le reste qui serait des esclaves de ces 200 millions. Alors, moi je suis plutôt optimiste comme personne, je pense qu'on n'y est pas. Même si l'identité numérique est en train de se mettre en place, y compris en Suisse. Hein, vous avez certainement suivi la votation du 28 septembre
qui est très, très suspicieuse sur l'identité numérique. Qu'est-ce qu'elle dit ? Eh ben, elle dit qu'à 50,4%, le peuple suisse aurait voté oui à l'identité numérique, mais avec au moins 8 zones d'ombre, hein, avec un taux de participation qui baisse avec le temps, avec des cantons qui sont taxés d'avoir dit oui, alors que sur un autre support ils ont dit non, notamment le canton de Genève qui sur le télétexte a soi-disant dit non à l'identité numérique à 55%, et sur le site officiel du gouvernement a voté oui à 55%. On a des dons très bizarres, enfin très illégitimes et surtout très illégaux de la part de Swisscom, hein, l'opérateur téléphonique national, de 30 000 francs suisses au camp du oui. On a les 2 groupes de médias de presse suisse les plus importants qui ont fait des dons conséquents aussi au camp du oui, à 4 ou à 2 jours Tout ça n'a pas été dit. Tout ça n'a pas été dit dans les grands médias. Moi, on a eu juste le résultat final. Hein. Bien sûr qu'ils ne le disent pas. Voilà. Donc il y a eu tout ça en fait. Il y a eu des irrégularités flagrantes. Flagrantes. On a l'information comme quoi l'identité numérique va passer au mois de janvier 2025, alors que la votation elle a lieu en septembre. Sur le site de la Bourse suisse, sur le site de LK, qui est l'opérateur qui va mettre en place, qui est prévu par le gouvernement suisse pour mettre en place l'identité numérique. Tous ces gens savent avant le peuple et avant les résultats du vote quel sera le résultat du match avant d'avoir joué le match en fait. Donc c'est quand même, ça pose quand même question. Mais au-delà de en plus à 20 000 voix, hein, à 20 000 voix il y a eu ce oui très douteux. Au-delà de cette identité numérique qui avance, ce que je me dis, c'est que si tout était plié, si tout était gagné pour eux, ils ne s'embêteraient pas à vouloir arrêter les réseaux sociaux. Je pense à Macron qui n'arrête pas de le dire. Ça a été aussi le sujet du Grand Orient de France, hein, je l'avais mis sur mes réseaux. Est-ce que les réseaux sociaux sont un danger pour la démocratie ? Grand Orient de France, ça paraît ? Grand Orient de France, une réunion qui a eu lieu en novembre, là, il y a peu. Regarde sur mon canal Telegram, Chloé F, canal info officiel. Bon, en tout cas, en novembre. Oui, en novembre. A eu lieu cette grande réunion des Francs-Mac sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont-ils un danger pour la démocratie ? Je vais vous dire exactement. Et ça fait partie de la newsletter que je fais chaque mois. Là, je viens de l'envoyer, enfin, je viens de la faire. Juste au passage, j'en profite pour dire que je n'ai pas de secrétaire, pas d'assistant, pas de chauffeur, que je fais tout 100% maison et que ça me prend tout mon temps, en fait. Mais c'est fou, on a quand même un président qui est excessivement lié à la franc-maçonnerie, qui d'ailleurs a dit que la République était intrinsèquement liée à la franc-maçonnerie. Il ne faut pas l'oublier quand même. Hein. Donc quand on parle de république maçonnique, c'est une réalité. Hein. C'est pas à nous, on a pété des plombs. C'est une réalité, il le dit ouvertement. Il dit qu'il a suivi pas les consignes parce qu'il le dit pas en ces termes, mais les idées, les inspirations que la République française est fortement inspirée de la franc-maçonnerie, notamment sur l'avortement, sur l'euthanasie. Sur l'école obligatoire, mais on voit ce que ça donne, l'école obligatoire avec l'éducation sexuelle obligatoire, y compris en Suisse. Donc, mais je me dis que dans ce marasme mondial, avec toutes ces attaques contre nos droits, contre la famille, contre notre humanité, contre la vie, contre la liberté, ils ont quand même besoin d'arrêter les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur de quelque chose, manifestement. Sinon, pourquoi s'embêteraient-ils à propagander sur BFM ou TF1, tous les réseaux mainstream, enfin tous les médias mainstream, de nous taxer de complotistes et autres extrême droite, fachos et j'en passe. Pourquoi ils auraient besoin de nous discréditer, de nous diffamer en permanence et de nous censurer ? Ça veut dire que le jeu n'est pas fini. Justement, est-ce que tu penses que ce mouvement qu'on dit complotiste et dont je suis fier d'être défini comme complotiste, voilà, je le dis, je suis fier. Moi, je le suis. Ce terme, il m'a coûté. Moi, je l'aime bien. Moi, je l'aime bien. De toute façon, j'ai pas de réputation, donc je m'en fous. Ouais, mais ton poste, il t'a pas coûté ton poste. Non, il m'a pas coûté mon poste. Voilà. En tout cas, oui, mais parce que comme je suis pas dans l'éducation nationale, et tant mieux, j'aurais jamais voulu l'être. Et je sais pas comment t'as fait, mais bon. Moi, je suis blacklisté maintenant. Mais bon, en tout cas, moi, je suis fier de l'être. Est-ce que tu penses que notre mouvement est en réalité de plus en plus fort et puissant ? Évidemment. Évidemment. De toute façon, c'est un mouvement qui ne peut pas faiblir puisqu'il ne va que en s'amplifiant. Une fois que tu comprends le système, à moins de vouloir être dans un déni sans fin, tu peux pas vraiment te rendormir, à mon avis. Alors certes, oui, il y a des gens qui mettent un pied derrière la porte puis qui le retirent parce que c'est attention, c'est trop dangereux, ça fait trop peur. Mais une fois que la graine est semée, la graine, elle donne quelque chose à la fin.
Donc ce mouvement, il ne peut que grandir et que se renforcer. Et on n'a pas besoin forcément de s'unir de façon visible, de façon officielle, dans des associations ou dans des mouvements, parce que ce que je pense, c'est que dès qu'il y a un groupe, et j'ai fait partie de tellement de groupes et j'ai bien vu comment ça se passe, il y a des infiltrations, il y a des sabotages, il y a des gens qui viennent de l'intérieur. Parle-nous-en un peu. Parce que je te parle des sabotages? Oui, je veux que tu en parles, là. Voilà, Vous avez combien de temps, on est là pour là parler de tout, là, ici. D'accord, Tu sais très bien. Ouais. Allez, les sabotages. Tu veux du... Ben oui. Tu veux du potin? Oui. On va voir. Non, mais raconte-nous. disons que... On va parler déjà d'un sabotage quand j'étais dans l'Assemblée des actionnaires actifs positifs de la Banque nationale suisse. Je suis toujours actionnaire de la Banque nationale suisse pour mettre mon petit grain de sel, hein, vous me connaissez, pour dire un petit peu, mettre le doigt là où ça fait mal. Et j'avais été un peu recrutée par un groupe de gens un peu disparates qui s'occupaient de la monnaie, qui voulaient mettre à jour tout ce qui se passait au niveau de la Banque nationale. Et ça m'avait intéressée. Et puis, je commençais à avoir une sorte d'aisance parce que j'ai commencé à prendre le micro. J'ai fait une intervention en 2017 pour dénoncer les conflits d'intérêts avec KPMG, qui fait la révision des comptes de la Banque nationale suisse. Hein. KPMG, c'est un cabinet d'audit américain, je rappelle. Hein. Et là, cette année-là, j'avais même organisé aussi toutes les séances mensuelles qu'on avait avec tous les membres. On était une vingtaine à Genève, mais en tout, on était 40. Explique pourquoi t'es actionnaire. Explique. Mais je l'ai dit, pour dénoncer les investissements. T'as acheté une action à l'actionnaire. J'ai une action. Putain, alors là, le mec, elle est actionnaire. Ok, on a compris. Je le dis tout le temps, je le dis chez Nicolas Bouvier. Mais allez voir mes interventions de 2017. Parce que, moi, je dis ça parce que je regarde un peu quand même le chat et on a un ami, je ne sais plus comment il s'appelle, elle est actionnaire. Va voir ce que je fais en tant qu'actionnaire et ce que je dénonce au lieu de juste, je sais pas, regarder BFM, je sais pas ce que tu regardes. Ça veut dire que tu connais, excuse-moi, je sais pas comment tu t'appelles, mais tu connais pas mon travail. Donc, voilà, allez, continue. Va voir sur mon site chloéframery.ch tout ce que je dénonce. Donc j'ai fait une intervention en 2017, une intervention en 2023. Là, d'ailleurs, Agnès Malon, c'est ça? J'ai relevé Agnès Malon. Agnès, je te vois. Sur mon site, tu tapes BNS et tu verras mes interventions. Vas-y. J'ai dénoncé les investissements dans Google, dans les vaccins, dans les films de vaccins Covid, dans la malbouffe. Bon, c'est pas grave. Explique la banque. Et les conflits d'intérêts avec le Forum économique mondial, BlackRock, parce que le vice-président de la BNS maintenant, l'ancien président de la BNS est recyclé comme vice-président chez BlackRock depuis qu'il a été évincé de la Banque nationale suisse parce que conflit d'intérêts. Parce que délit d'initié soupçonné. Bref, on en était où du coup? La banque suisse, là, oui, voilà. Les actionnaires de la Banque nationale suisse. J'ai organisé les séances pour nos interventions de 2016 à 2017. Parce qu'en fait, l'Assemblée générale, c'est en avril de chaque année, fin avril. Et là, on devait préparer donc celle de 2017. Et j'étais assez contente de nous. J'avais même organisé les PV. Moi, je prenais les notes. En général, dans les réunions, je prenais toujours les notes. Et je les donnais à Gérard Scheller, qui nous regarde, salut, et qui le retapait. Et ensuite, moi, je corrigeais et on donnait le PV à chaque fois, comme ça. Tout s'était bien passé. L'année s'était superbement bien passée. On avait réussi à avoir des votes pour une fois qui n'étaient pas trop soviétiques. C'est-à-dire que d'habitude, c'était 99% qui étaient pour ce que disait la Banque nationale, puis il y avait 1% qui était éventuellement pour les propositions des actionnaires qui n'étaient pas d'accord avec la politique de la Banque nationale. Là, avec mon intervention, il y avait eu 87% qui avaient été contre ce que j'avais dit, et 13% qui avaient été quand même d'accord avec le fait que KPMG ne devait pas être le réviseur des comptes parce qu'il y a un manque d'indépendance flagrant. Bien sûr. Bref, donc j'avais été plutôt efficace. La séance de bilan a eu lieu, donc c'était c'était au mois de mai, juste après l'Assemblée générale, et là, l'un de ceux qui étaient dans cette bande, je sais pas si, je le cite dans le livre, vous le verrez. Vas-y. Qui, je pense, a des accointances avec la CICAD, d'ailleurs, étrangement, je l'ai su récemment. Enfin, je pense, il faut quand même vérifier les choses, hein, là, je suis pas 100% sûre. Mais en tout cas, cette personne qui était misogyne, mais alors bien comme il faut, qui détestait, qui faisait des commentaires toujours très, très salaces sur les femmes, et j'étais la seule qui était à peu près agissante, disons, dans le groupe, hein, il y avait que des mecs, qui avait eu un problème manifeste avec sa mère. Et d'ailleurs, on a fait une sorte de psychothérapie par Facebook parce qu'il s'est confié à moi, etc. Donc moi, j'étais un peu son psy à l'occasion. Et on avait réussi à trouver une sorte de terrain d'entente où on avait une sorte de rapport un peu mère-fils quelque part.
mais entre amis, frères et sœurs, mère-fils, c'était un peu bizarre d'ailleurs. Il devait être très très jeune alors. Parce que... Pas du tout, il avait 15 ou 20 ans de plus que moi. En tout cas, en tout cas 15 ans. Et à la séance bilan, voilà pas qui. Du coup, j'ai un peu laissé les autres s'occuper du déroulement parce que j'avais fait ma part, j'avais fait 1 an de réunions, j'avais organisé plein de choses et je voulais un peu que les autres s'en occupent. C'était vraiment normalement une association qui était démocratique, dans le vrai sens du terme, où chacun faisait s'il voulait le faire, il n'y avait pas de chef, quoi. Et donc j'ai dit, Réginald, voilà, le prénom est sorti, si tu veux animer la séance, sens-toi libre, enfin, bonne idée, il avait envie de le faire, je dis, ouais, vas-y, tranquille. Et puis là, il commence à dire, Chloé, je sais pas qui c'est, que tu as instrumentalisé les AAA+. C'était le groupement. Hein. Et là, comment te dire, le sol, il s'écroulait sous mes pieds. Parce que j'avais l'impression d'être accusée d'un truc dont je ne connaissais pas la nature exacte, je ne savais pas de quoi on m'accusait. Et puis, je veux dire, s'il y a quelqu'un qui est vraiment intègre dans tout ce qu'il fait et qui donne sa vie pour la cause, je veux dire... Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ces mouvements aussi... Vas-y, finis. Attends, je finis juste la chute parce qu'elle est intéressante. Après que j'ai fondu en larmes, que j'étais complètement perdue parce que je me sentais en confiance dans ce groupe. Je me disais, pour une fois, je ne suis pas harcelée, parce que j'étais harcelée à peu près tout le temps. Et là, ce mec en qui j'avais confiance finalement, j'avais eu confiance au fil de nos échanges, qui me sort un truc pareil, qui voit que je me fondre en sanglots, qui fait rien pour me consoler, me rattraper, s'excuser, rien. Il enfonce le clou avec quelqu'un qui était aussi dans la salle qui a dit « Tu ne sais pas ce que c'est que l'instrumentalisation ? Je vais te donner la définition, comme si j'étais teubée. » J'ai eu quand même 3 personnes qui m'ont défendu, dont François de Sibontal, paix à son âme, hein, qui était un gars vraiment bien, qui était intègre, lui, contrairement à beaucoup d'autres. Eh bien, à la fin, entre 2 sanglots, je lui dis « Mais pourquoi tu penses que j'ai instrumentalisé les AA+, ? Il me dit « Parce que tu fais partie d'Attaque. » Mais je faisais pas du tout partie d'Attaque. Par contre, Gérard Scheller, qui n'était pas là à cette réunion, avec qui j'étais dans ce groupe aussi, lui faisait partie d'Attaque. Il a même fondé l'antenne genevoise d'Attaque, 10 ans avant ou 20 ans, non, même beaucoup plus avant. Alors... Mais pour Gérard, ça n'a pas posé problème. Le fait qu'il ait fondé Attaque et puis qu'il soit à Attaque. Mais pour moi, manifestement, j'aurais instrumentalisé les AA+. Donc c'était que ça tout le temps, en fait. Mais je réponds quand même aux gens, Mike, il blanchit de l'argent en vendant des chemises en Suisse. Mais qu'est-ce qu'elle a cette chemise ? T'as pas cette chemise ? J'ai pas d'avis spécial. Je l'ai pris là chez ma mère aujourd'hui là. J'aurais pas pris celle-là, mais. Ah non, oui celle-là, t'as pas cette chemise. Écoute, bravo. Mais elle te va bien parce que t'es un peu rouquin, toi, non ? Bah oui. Et ça va bien le rose. Bah voilà, alors voilà, qu'est-ce qui se passe là ? Bon, bref. Après les goûts, les couleurs, ça ne discute pas. Hein. C'est personnel. Allez, soyons sérieux. Dis-moi. Est-ce que dans cette dissidence, résistance... Attends, juste encore le mot de la fin du mot de la fin. Okay. Pardon, je te coupe tout le temps. Mais après, les AA+, ne se sont plus réunis, on n'a plus proposé de motion et le mouvement s'est cassé la gueule. Et c'est à chaque fois comme ça que ça s'est passé. Infiltration, destruction, sabotage, terminé. Agnès Malon, visiblement, n'a pas aimé que je l'affiche. Elle me dit que ma chemise est moche. Excuse-moi, Agnès, excuse-moi. Mais dis-moi... C'est une question de goût. Allez, soyons sérieux. Dans cette dissidence, résistance, appelons ça comme on veut, est-ce qu'il y a ce qu'on appelle l'opposition contrôlée? Est-ce qu'il y a des gens qui sont envoyés par le système, etc. Parce que toi, t'en parles un peu quand dans le bouquin. Écoute, j'en sais rien parce que je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais disons qu'il y a des gens qui, à mon avis, sabotent ce qui se passe et... Je sais pas. En tout cas, je sais que si, souvent... tu sais non, très je bien. sais pas. Mais non, je sais pas. Bah alors dis, parce que moi, je sais pas. T'as dû voir que y avait des gens peut-être qui travaillaient pour certains services. Peut-être que t'as vu certains dissidents qui travaillaient pour. Mais je dis que leur discours ou leur attitude pose question. Alors, est-ce que c'est de l'ego ? Est-ce que c'est de la maladresse ? Est-ce que c'est de la peur ? Je sais pas. Est-ce que, parmi certains, il y a des sujets qu'ils ne veulent pas aborder ? Alors ça, c'est certain. Alors, dis-nous, parce que t'en parles. Non, je parle pas de ça, je crois que t'as pas tout à fait... Si, t'en parles très bien même. Ah bon, tu me diras à quelle page, tu l'as sous les yeux, tu pourras me dire. Je te le dirai. Non, moi je sais que, en tout cas, désolé pour ceux qui idolâtrent Louis Fouché, mais il m'a traité d'antisémite, il n'a pas voulu participer aux Voix du Cœur, parce que, soi-disant, son conseil, c'est ce qu'il a écrit dans un mail, de stratégie était contre moi.
Parce que j'aurais eu des propos antisémites. J'aimerais bien savoir lesquels, parce que je suis pas antisémite et pas anti rien du tout, à part anti-abus, anti-mensonge et totalitarisme. Mais donc, je n'ai pas eu de vraies excuses de sa part. Il m'a jamais présenté quoi que ce soit. Il m'a plus jamais parlé de sa vie. Alors qu'il sait très bien que j'ai été harcelée. Il sait très bien ce qui s'est passé avec Dieudo, tout ce qui s'est déchaîné contre moi avec les médias, voilà, toutes les diffamations qui ont été dites sur mon compte. Il a choisi d'en rajouter une couche pour me diffamer lui aussi, et sans vraiment s'excuser. Mais après, je ne sais pas s'il est envoyé par le système. Oui, ça peut être juste une brouille entre gens, comme elles le disent partout. Quoi. Alors, juste mettons les choses au point. Une brouille, c'est bilatéral. C'est-à-dire une brouille, c'est d'un côté et de l'autre. D'accord. Quand tu es agressé, attaqué sur un truc qui est faux, en plus, ça s'appelle de l'attaque ou de l'agression, mais ça s'appelle pas une brouille. Moi, j'ai rien, je plaide non coupable, si tu veux. Il y a HK aussi qui m'a. C'est qui HK? C'est les chanteurs, là? C'est les chanteurs que j'avais beaucoup diffusés pendant les manifs de la fonction publique en 2015. On lâche rien. C'était la belle chanson d'ailleurs. C'était la chanson fétiche, et c'est là qu'elle s'est fait connaître, en tout cas à Genève, durant ces manifs, parce que je l'ai passée. Et HK, que j'adorais, je les connaissais pas personnellement, ont boycotté les manifestations où j'étais, parce que les médias mainstream m'ont craché dessus, en disant que j'étais d'extrême droite, etc. Alors que j'ai toujours été de gauche, maintenant j'y crois plus, mais en tout cas j'ai toujours été de gauche, j'ai jamais été de droite de ma vie. Mais HK fait partie de ceux qui m'ont boycotté et qui n'ont pas voulu. Il avait mon numéro, Kadour, il m'a jamais appelé. On va continuer cette discussion. Voilà. On va parler de ça aussi, cette frange, parce que faut vraiment en parler. On tient quelque chose, mais avant ça, la petite annonce. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique, et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir. Merci à vous d'être si nombreux, 4600 personnes en direct pour voir la sublime, la magnifique, la merveilleuse Chloé Framery. N'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Les plus grands, les meilleurs, les seuls, les uniques y écrivent. Sylvain Ferreira, Claude Janvier, qu'on salue bien entendu. Et d'ailleurs, condoléances à sa femme. Condoléances à sa femme. Et bien entendu, le maître du Logos, Alain Soral. Vous cliquez sur le lien ci-dessous, 7 jours d'essai gratuit. Laurent Ozon, les néoconservateurs, une élite impériale, édition Géopolitique Profonde. Voilà, on est dorénavant aussi éditeur. Donc voilà, vous cliquez sur le lien ci-dessous. On va continuer cette fameuse opposition contrôlée, parce que c'est quelque chose que j'entends tout le temps. Dès que il y a quelque chose qu'on veut pas, qu'on dit pas, ou qu'on aurait oublié, ou que je sais pas quoi, ou parce que vous montez un peu opposition contrôlée. Là, c'est quelque chose que c'est un peu le cancer de la distance pour moi. Moi, je pense que ouais, mais c'est l'un des cancers, parce qu'il y a beaucoup de jalousie aussi, d'ego, un truc aussi avec les femmes. Hein. Je sais pas si Amélie t'a dit, mais je crois que oui. Hein. Il y a quelque chose de malsain. C'est vrai, elle l'a dit. Dès qu'une femme a une position, disons qu'elle s'exprime, qu'elle a des positions sur la géopolitique, ou qu'elle a des analyses, ou qu'elle fait des recherches, ou qu'elle source tout ce qu'elle fait, voilà, sans vouloir parler de moi, elle est attaquée, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu avec Emmanuel Darl, Amélie et d'autres, et Ingrid Courrèges aussi. On est attaqué en particulier. J'ai l'impression qu'on doit faire 20 fois ce que fait un homme pour avoir droit à du respect. Ça, peut-être je développerai un peu plus tard, mais... c'est juste les conditions de femmes. Opposition contrôlée. Non, il n'y a pas que les femmes, bien sûr. Mais disons que je pense qu'on cumule tous les handicaps en étant une femme, entre guillemets, hein, parce que je n'estime pas que c'est un handicap d'être une femme, loin de là. Mais j'ai eu... c'est pas un handicap dans les groupes où j'ai Brigitte été... Macron, par exemple. Alors, tu veux qu'on ouvre le dossier de l'affaire Non, je rigolais. Je sais pas, t'as du temps. C'était une petite vanne comme ça. Et d'ailleurs, on salue Natacha Ray. Je l'ai eu au téléphone Natacha, hier. Amandine, Xavier, tout le monde. Tout le monde, mais Natacha en premier, parce que Natacha, voilà. elle a un cancer du sein, je le rappelle, et qui n'est pas du tout en train de s'arranger, et qui a eu toutes les foudres du système judiciaire, des médias et autres. Hein, moi, non. On marche tellement sur des œufs dans toutes ces histoires à César ce que je suis obligé, à chaque fois qu'il y a un truc, je dois citer tout le monde, parce que si je cite pas tout le monde, il y a des mecs qui m'envoient des messages, ouais, connard, tu m'as pas cité. Donc voilà, je cite tout le monde. Mais même quand on cite tout le monde, on oublie des gens. Et en plus, on oublie des gens. C'est fatal. Mais Natacha, elle a payé le prix fort avec les intérêts, et les intérêts, ils sont salés.
Prie-moi. C'est vrai, c'est vrai. Je te prie de me croire. Mais voilà, Et c'est pas encore fini. L'affaire Cette Trogneux, c'est autre chose. opposition contrôlée, ça Elle, je crois pas qu'elle ou il, je crois pas qu'ils Bien sûr. subissent ce qu'on subit nous dans la résistance. Cette opposition contrôlée, dont on parle opposition contrôlée, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Est-ce que Moi, je sais pas tu penses que c'est dans quelle mesure... exagéré par certains qui veulent avoir seulement la couverture à soi? Est-ce que c'est une réalité? Qu'est-ce que tu en penses? Je me pose des questions. Mais comme je n'ai pas les réponses, je ne veux pas accuser sans preuve. Je vois des choses qui se passent autour de moi. Jean-Dominique Michel, salut si tu nous regardes, qui était avec nous dans l'application de traçage Suisse Covid, juin-juillet 2020. Moi, je faisais partie du comité référendaire, donc pour le référendum contre cette application de traçage. Jean-Dominique faisait partie de ce groupe aussi, et François de Siebenthal aussi. Et ID News, donc le premier média qui a vraiment fait une saga d'attaque frontale sur moi et sur François, n'a pas du tout cité Jean-Dominique. Pourtant, c'est lui qui a pris le plus la parole et qui a parlé le mieux, je dirais, en tout cas de mon point de vue, durant la conférence de presse sur l'application de traçage Suisse Covid. Il n'est ni cité ni montré au téléjournal. C'est moi qui suis montré au téléjournal pour illustrer la complosphère, comme ils appellent ça chez ID News. Ils ont fait un livre avec mon nom, mes photos, tout, qui s'est vendu, qui se vend encore d'ailleurs sur le site d'ID News. Ils ont fait 15 articles, enfin 8 plus, 14 articles en fait, 8 plus 5 bonus, plus encore un qui dit que je racontais n'importe quoi à mes élèves, ce qui est totalement faux, ce qui a été démenti dans l'enquête qui a eu lieu en 2021, mais pour autant, ils ne sont pas excusés, ils n'ont pas enlevé l'article. Bref, Jean-Dominique Michel n'a pas été atteint du tout par cette diffamation-là, donc je sais pas, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien. Non, mais Jean-Dominique Michel, on l'a reçu ici. Je peux pas te dire, je dis juste des faits qui sont observables et vérifiables, et le reste, je n'en sais rien. Alors, moi, il y a un truc. Voilà, tu as dit quelque chose. Moi, je t'aime beaucoup, tu sais très bien. Mais Jean-Dominique, j'aime bien aussi. Je suis heureuse de le savoir. J'aime bien aussi, mais en fait, si à chaque fois que quelqu'un n'est pas censuré, ou je sais pas quoi, c'est à un moment donné, c'est opposition contrôlée, on n'y arrive plus alors. C'est exactement ce que je te dis. Merci, tu redis ce que je suis en train de te dire. Je n'en sais rien et je ne veux pas me prononcer sur des choses pour lesquelles je n'ai pas de preuves. Moi, je te dis juste ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Et c'est tout. Le reste. Mais est-ce que ça, le fait de dire opposition contrôlée. Mais moi, je dis pas opposition. C'est toi qui arrête pas de le dire. Non, mais c'est pas une façon. Non, parce qu'on en parle un peu. Moi, je dis pas opposition contrôlée, j'en sais rien. Non, mais c'est important d'en parler parce que les gens nous l'écrivent, ils ont des doutes, des machins. Ouais, est-ce que c'est pas aussi une façon, comment dire, de créer. Je pense qu'il y a de l'infiltration surtout. Je pense qu'il y a de l'infiltration. Alors, explique-moi. Mais parce que je l'ai vécu dans tous les petits groupes dans lesquels j'étais, qui n'étaient pas médiatiques, qui n'étaient pas ciblés par la presse. Déjà, à mon niveau, complètement en dessous de la surface de l'eau jusqu'à 2020, parce que je rappelle que de 2012 à 2020, je militais tout le temps et j'étais pas du tout visible. On était infiltrés déjà à ce moment-là. Donc, a fortiori, en étant visible, je suis certaine qu'on est infiltré. Certaine, mais 100% certaine. Je pourrais pas te dire qui. Mais pour moi, c'est une évidence. Ils sont pas bêtes à ce point-là de nous laisser en roue libre, faire tout ce qu'on veut, développer un monde parallèle autosuffisant, en autonomie, etc., en liberté d'expression totale. Je pense qu'ils sont pas bêtes. Est-ce que ça peut être des gens que l'on connaît peut-être? Mais je pense que oui, parce que c'est ça l'infiltration. C'est ça l'infiltration. D'accord. C'est des gens qui vont se présenter comme étant, en général, des beaux parleurs, en général des gens instruits, qui connaissent leur sujet, qui mobilisent l'attention, qui éclipsent d'autres personnes qui sont peut-être tout aussi compétentes, mais qui s'affirment moins, qui auront plus peur, moi j'ai été pas mal invisibilisée pendant très longtemps, et je continue à l'être, malgré que là aujourd'hui je passe chez toi ou je passe chez Toxin après 2 mois d'insistance, je rappelle, parce que Clémence avait reçu mon livre, elle l'avait soi-disant perdu, on a dû lui renvoyer, j'ai dû l'appeler je ne sais combien de fois pour pouvoir espérer passer une fois chez Toxin. Je pense qu'elle avait du travail, elle avait du monde. Certainement, mais disons que c'est pas, la voie elle est pas, t'as pas le tapis rouge si tu veux, la voie elle est pas dégagée. C'est pas du tout TV Liberté, on leur a écrit je ne sais combien de fois, alors que tu les connais comme moi, t'as été chroniqueur chez eux. TV Liberté, je pense que jamais eu de réponse positive. Il y a eu le passation entre Élise et Martial, ça peut peut-être, et puis c'est une grosse machine aussi, tu vois. Ça change rien aux invités qu'ils peuvent avoir sur leur plateau. Je veux dire, moi j'habite à côté de l'OMS, j'habite à côté de l'ONU. J'ai étudié toutes ces organisations internationales, j'ai fait des chroniques, j'ai 84 présentations PowerPoint sur mon site avec toutes les sources, sur tous les sujets que vous pouvez imaginer que ça passe, que ça soit la transition, la fausse transition verte, la MNBC, l'identité numérique, l'agenda 2030 et j'en passe. J'ai jamais eu de réponse positive. Ce que tu veux dire en fait, et disons les mots, mettons les pieds dans le plat, c'est que tu penses aussi que parmi les médias indépendants
ou Il y a du dit filtre, bien alternatif, il y a une forme d'opposition contrôlée. Il y a une forme de filtrage. Il y a une forme de filtrage D'accord. évidente. François, j'avais fait une interview, j'avais été invitée par Richard Boutry à l'époque, c'était en mars 2021. Je suis venue exprès donc à Paris, depuis Genève, depuis même pas Genève, j'étais dans le sud de la France à ce moment-là, parce que D'accord. n'oublions pas toutes les manifestations, tous les samedis, j'étais partout en France avec ma petite voiture que je conduisais. Enfin petite, elle fait 4 mètres de long, mais quand même, c'est pas un van, c'est une voiture qui a 17 ans d'ailleurs, merci à elle de continuer à me transporter. Bref, je suis venue exprès à Paris pour cet entretien. Et d'ailleurs, il y avait Thierry Casasnovas qui a fait l'entretien le même jour avec Richard Boutry. Lui, il est passé directement. Mon interview n'a jamais été passée. Et Xavier Azalbert a refusé de me la donner. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu les rushs. Je parlais de l'OMS, je parlais à l'époque de Agnès Buzyn qui avait un rôle de directrice là-bas. Je parlais des corruptions suisses et françaises. Je n'ai jamais vu cette interview. Elle n'est jamais passée. Pourquoi ? J'aimerais le savoir. J'ai jamais été invitée à nouveau chez François, à l'époque de Boutry. J'ai demandé à Xavier Azalbert plusieurs fois. Au début, il ne me répondait pas. Ensuite, je l'ai eu en face de moi au grand appel de Marc Doyer, le 18 juin 2022. Je lui ai dit, mais alors dis-moi, pourquoi tu n'as pas voulu diffuser cette interview ? Alors, il a essayé de fuir avec le regard, sachant que j'étais devant lui, il ne pouvait pas fuir. Il m'a dit, parce que Richard Boutry n'a pas été assez challenging avec toi. Mais dans ce cas, invite-moi, sois challenging avec moi, pose-moi les questions. Mais là, alors, je ne veux pas être l'avocat de Xavier, même si je l'ai reçu samedi. Aujourd'hui, François, malheureusement, ils se sont fait éclater de telle manière qu'ils ne peuvent plus quasiment avoir d'interview. Hein. Je ne dis pas le contraire, simplement je te rapporte les choses qui se sont passées. Bien sûr, et après, chacun peut en tirer les conclusions. Moi, je ne tire pas plus de conclusions que ça, je me pose des questions, certes. Mais moi, tu vois, je vais te dire une chose. Moi, j'aurais pu penser, si j'étais pas, si j'avais pas la rédaction de GTP-TV, etc., j'aurais pu penser certaines choses. Mais en fin de compte, quand je vois le travail que c'est, les sollicitations qu'on a constamment, et je suis aussi à Radio Courtoisie, machin, et en fait, parfois j'ai des gens, je vais les oublier, on voit des trucs. Non, mais Xavier Azalbert, je l'ai vu beaucoup de manifs. Je veux dire, on se connaît, on s'est déjà croisés je ne sais combien de fois. C'est pas comme si, même Romain, qui bosse maintenant à Nexus, m'a dit qu'il avait interdiction de me donner les rushs. Bon, écoute, c'est ce que tu voulais du potin ? Tu as du potin ? T'es content, Mike ? Non, on continue comme ça. Je te remercie, en tout cas, ça, c'est ce que tu dis. J'aime pas dire du mal des gens, et surtout, je dis pas du mal des gens, je dis la vérité, je dis simplement ce que j'ai vécu. Il y en a comme ça jusqu'au plafond. Si vous saviez tout ce qu'on vit dans la résistance. Moi, je pense que pour savoir qui est sincère, le mieux, c'est de rencontrer en personne les gens. Parfois, il y a aussi une chose. Vous faites, on se fait, enfin voilà. Faut se dire aussi les choses. Parfois, vous sentez la vibration. Il peut y avoir un feeling qui ne se crée pas entre les gens. Alors, il y a ça aussi, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je sais, je pense que Xavier, Azalbert et François sont des gens sincères. Heureusement qu'ils ont été là pendant la crise Covid. Et peut-être qu'il n'y a pas eu de feeling aussi. Hein. Peut-être. C'est possible. Moi, par exemple, je t'aime beaucoup et je sais que t'es une meuf sincère et je sais que tout ce que tu fais, c'est sourcé, c'est travaillé, etc. Et je sais que tu fais les choses de manière impeccable. Mais parfois, il n'y a pas les feelings entre les gens. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Moi, je vais te dire une chose. Je vais te dire un truc. Ouais. Je ne suis pas invité chez les gens. Hein. Moi, je ne suis pas invité à mes alternatives. C'est vrai ce que tu dis, Mike. C'est vrai, je ne suis pas invité. Hein. Personne ne m'invite. Hein. Et ça ne signifie pas. Parce que, oui, ça ne signifie pas que les gens qui ne m'invitent pas, ils sont ceci et cela.